Mais t'as vu ce qu'ils font? Comment ils ont eu cette idée? C'est génial! Tu crois qu'on va me prendre au sérieux? Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan. Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain. Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la Nef. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prêt à tout? C'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la Nef qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises. Bonjour, je m'appelle Gwen Seyé. Je suis banquier itinérant en Bretagne pour la Nef. Je suis en compagnie aujourd'hui de Gladys Maurice, créatrice de l'entreprise La Ferme de Gladys, une exploitation agricole qui produit du lait biologique issu d'un cheptel d'une 40aine de vaches de race normande, jerseys et holstein. Gladys nous a sollicité en mai 2021 pour financer la reprise d'une exploitation située à Saint-Père-en-Retz, non loin de Saint-Nazaire. Le projet a finalement abouti en octobre, après de nombreuses étapes inhérentes à un projet de reprise d'entreprise, dont nous allons parler aujourd'hui. Sur ce projet, la Nef est intervenue sur le financement de l'intégralité de la reprise des terres, du bâtiment, mais aussi du cheptel et de tout le matériel nécessaire. Bonjour Gladys. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui sur votre exploitation. Pour démarrer en quelques mots, quelle est l'activité de la ferme de Gladys et est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Alors, l'activité de la ferme, c'est une production de lait bio qui est livré à la laiterie de Saint-Père en lait biologique. Alors, les chiffres, c'est sur une traite en moyenne d'une 40aine de vaches à la traite. Il y a toujours un peu de vaches taries. En tout, sur l'exploitation, j'ai une 50aine avec les veaux, les choses comme ça. Du coup, sur ce projet, je sais que lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, vous m'aviez dit que vous travailliez à la criée de Saint-Nazaire, je crois. La Turballe, exactement. De la Turballe, pardon. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic de vous lancer dans ce projet de reconversion professionnelle? Moi, le déclic, c'est... voilà, j'ai quand même un âge où j'ai une maturité assez... Moi, c'est une passion depuis toute jeune. Hein. Je suis née en ferme, mes parents étaient en ferme. Et là, je voulais reprendre ma vie puis retrouver ma passion depuis toute jeune, quoi. J'ai un retour aux sources et maintenant que mes enfants sont élevés, grands, ils ont pris leur route, je me dis c'est peut-être le moment et il est jamais trop tard, quoi. Et pourquoi plutôt une reprise, Plutôt qu'une création. par exemple? La reprise, c'est qu'on peut s'installer tout de suite, quoi, dedans tout et on peut vraiment venir sur l'exploitation, voir comment elle fonctionne déjà, comme elle est mise en route, c'est différent, quoi. De là, une création, après, c'est peut-être un peu plus compliqué, les démarches sont peut-être différentes, quoi. Okay. Une reprise, c'est déjà un parcours assez long. Alors, mais bon, j'ai pas lâché. Une création, ça aurait été beaucoup plus complexe. Oui, après les demandes et tout ça, ça aurait été beaucoup plus long. Et donc, une fois qu'on a décidé de se reconvertir, qu'on a décidé de reprendre une exploitation, faut pouvoir le financer. Mhm. Comment ça s'est déroulé pour vous, le financement de ce projet? Est-ce que ça a été simple? Pas du tout. Pas du tout, parce que vu mon âge, je suis plus en jeune agriculteur. Du coup, il y a des parcours des aides qu'on n'a plus, quoi, des choses qu'on n'a pas. Alors après, moi j'ai fait beaucoup de banques, entre guillemets, hein. J'ai fait même ceux qui portent le nom, qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas ils m'ont pas suivi, hein, spécialement, parce que voilà, ils trouvaient tout le temps, soit je fais pas mes génisses, soit le nombre d'hectares correspond pas. Il y a eu tout le temps des petites choses qui me disaient, non, vous avez pas assez de formation, vous avez pas assez, des choses comme ça, ou des détails qu'ils trouvaient à dire. Après, voilà, c'est pour ça que et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait la Nef, et que je vous ai appelé, et que quand on m'a dit, on va étudier votre dossier. Et quand on me l'a accepté, oui, j'ai été très heureux. Ça a pris quelques mois, mais ça a été une joie et
un bonheur. Oui, bien sûr, parce qu'on parle des problèmes avec les autres, mais sans parler de problèmes ou quoi avec la nef, mais effectivement, c'est quand même aussi des... beaucoup de travail Ah oui, oui. finalement que de monter aussi un dossier complet, de convaincre, etc. Bah, faut se vendre, convaincre, surtout dans ma situation à moi où j'ai je sors d'un milieu agricole. Après, il y a eu, j'aurais dû, bah, j'ai des formations que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait en plus de la, voilà que après, il faut beaucoup se vendre et convaincre bah, les personnes qu'on a en face, quoi. Si vous deviez donner un conseil justement pour un porteur de projet, quel serait-il? Ou Alors plusieurs conseils, hein, peut-être. quand on a vraiment un projet en tête et qu'on veut vraiment l'aboutir, faut pas lâcher en fait. Comment vous avez préparé ce retour à la Terre? Comment vous avez appréhendé cela en termes notamment de période peut-être de formation ou d'immersion dans des Ah bah, exploitations? moi après j'ai fait, comme on a de la famille en ferme, j'ai aussi du côté de mon conjoint où ils sont en ferme. Après c'est de du conventionnel, mais j'allais faire la traite chez eux, j'allais travailler sur l'exploitation avec eux, des choses comme ça, pour vraiment bien me remettre dans le bain sur certains points où OK, donc période d'immersion dans votre entourage, oui. notamment proche, familial. Et une question qui me vient comme ça, qui est pas du tout prévue, mais est-ce qu'on vous a poussé à y aller ou au contraire, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit: «Non, surtout ne fais pas ça»? Oui, on me l'a dit, oui. Ouais? Tu complètement folle de prendre une exploitation à ton âge. Voilà ce qu'on m'a dit. Ouais, et ben, je lui ai répondu: «Des folles, il en faut toujours». Entendu. Et sur l'opposition conventionnelle biologique, est-ce qu'on vous a dit ne va pas en bio, va en bio? Ça, non. Non. Non, on m'a pas, non, parce que moi, j'ai mon frère qui est en agriculture biologique et il m'a dit, voilà, après le bio, bah, c'est quand même très différent du conventionnel, ça, c'est sûr, et heureusement. Et lui, il ne reviendrait pas au conventionnel pour rien au monde, quoi. Il était en conventionnel avant, il a vendu sa ferme, il est revenu, il a racheté une autre ferme, il l'a mis en bio et il ne reviendrait pour rien au monde en conventionnel, pardon. Quelles sont les raisons un peu? Bah, rien que niveau manipulation de certains produits, des choses comme ça. C'est vrai que, comme il dit, quand tu vas traiter un champ où certains produits veulent mettre des masques, tu te poses quand même des questions, quoi. Là, c'est quand même différent, quoi. C'est vraiment, en plus, sur une bio, on est autonome au niveau, c'est plutôt notre fumier, nos choses comme ça, notre propre engrais qu'on fait sur l'exploitation, qu'on met sur les champs. Et c'est pas pour autant, c'est sûr que la production est un petit peu moins, mais pas non plus, si c'est bien géré au niveau des cultures, c'est pas beaucoup moins. OK. Parlons maintenant, on a parlé du tuilage, des compétences à acquérir. Dans le cadre d'une reprise, vous avez bénéficié justement d'une période d'accompagnement avec le cédant? Enfin, vous avez voulu aussi Ouais, en avoir une? c'est moi qui a voulu venir, je leur avais demandé. Ils m'ont dit oui. Je leur ai demandé si que je peux venir un peu, après accord de tous de certitude des prêts et des choses comme ça et des accords de prêt, de pouvoir aller sur l'exploitation, vraiment bien s'intégrer à l'exploitation et bien la connaître un maximum. À s'habituer que aussi le cheptel s'habitue à nous, à notre voix. Rien qu'à la traite, des choses comme ça. Dès qu'il y a une personne étrangère, là moi je m'en aperçois maintenant, dès qu'il y a quelqu'un d'étranger vient dans la salle de traite, qu'ils ne connaissent pas, on les sent plus crispés, quoi. Ils sont sur la défensive et c'est pour ça que si je serais venu du jour au lendemain sur l'exploitation, je pense que j'aurais été très 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 perdu. Même au niveau matériel, savoir où les branchements d'eau, le système électrique de l'exploitation, le système du courant dans les fils électriques au niveau des prairies, des choses comme ça. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on n'y pense pas, qu'on se dit, ben voilà. Mais ça, faut le connaître parce que si on ne le connaît pas dès le début, eh ben, on perd du temps. Nerveusement, il faut se dire, bah, tiens, faut que ça ne marche pas, pourquoi? Il y a plein de petites choses comme ça. Pareil, sur cette période d'accompagnement, est-ce que ça permet
de rencontrer les partenaires. Là, on parlait d'un peu des services vétérinaires ou services bactériologiques, je ne sais pas comment vous le dites dans le milieu, mais est-ce que ça vous permet aussi de rencontrer la coopérative, les partenaires, peut-être les fournisseurs, etc. Est-ce qu'il y a ce travail-là aussi qui est important? Oui, je les ai rencontrés, oui. Les vétérinaires, par exemple, ça, c'est des points importants qu'on a quand même besoin de connaître. Ça, je les ai rencontrés avant. Il y a certains fournisseurs. Après, on n'est pas obligé de fonctionner avec les mêmes fournisseurs. Souvent, on échange ou autre. Après, il y a, par exemple, le service GDS, où il y a un suivi au niveau sanitaire, au niveau santé des vaches, des choses comme ça, que j'ai rencontré. Moi, que je vais adhérer parce que voilà. Il y a des choses qu'on peut adhérer, des choses qu'on peut pas adhérer, pas faire la même chose qu'eux ils étaient, quoi, spécialement. Ou nous faire même un peu plus, parce que voilà, nous on veut que ce soit un peu plus suivi. Donc en fait, Je comparer me fais ces entourer, quoi. pratiques, celles qu'on avait réfléchies et celles qui sont faites par le Sénat, ça permet de s'adapter et finalement faire le Exactement. meilleur choix Mm. entre les deux, quoi. Voilà. Ok. Parlez-moi un peu de ce qui a été galère, peut-être récemment notamment, Récemment. ou pas hein, d'ailleurs, mais quelle Si, galère, si, j'en ai. une ou En un plusieurs mois. avez-vous traversé? En 1 mois et demi, j'en ai déjà eu. Non, j'ai déjà eu où on a envie de tout balancer et puis se dire je pars en courant, mais non. 2 secondes après, on se dit ben non, c'est pas possible. Et bah, la galère, c'est le matériel. Les pannes de matériel, le matériel qui casse. Parce que moi, j'ai peut-être pas assez eu de. Après, je suis pas mécanicienne, hein, le métier, malgré que dans une exploitation, il faut avoir au moins 10-15 métiers. Je ne suis pas mécanicienne et il y a des choses que je n'avais pas vues quand j'ai repris le matériel. Des petits détails. Et là, j'ai la dessilleuse qui m'avait le cardan qui a cassé. Elle marchait plus. Du coup, j'ai tout paillé en paille à la main. Plus maintenant parce que voilà, c'est réparé. J'ai paillé à la main, ça c'est des galères. Tout pailler une stabilisation de 7 mètres carrés à la main et la fourche, c'est très dur. Plus de dessilleuse, ce qui veut dire que tout emmener l'ensilage à l'auge pour les vaches. L'autre fois, c'est m'arrivé parce qu'en plus, le télescopique était en panne. Du coup, j'ai tout emmené à la brouette. Sur 150 mètres entre le silo plus la loge. Ça, c'est la brouette, on se dit punaise. C'est lourd, en fin de compte. Et ça, c'est des petites galères. Que vous auriez pu éviter? Si j'aurais peut-être plus regardé le matériel plus précisément, faire venir un peu plus de professionnels avant de vraiment reprendre l'exploitation à 100%, de voir ce qu'il y avait, s'ils trouvaient un accord ou avec eux ou autre, savoir dire ben voilà, il y a ça qui va pas a priori sur votre matériel, des choses comme ça, des détails, ces petits détails. Après, moi, je me suis retrouvée un peu, je vais pas dire coincée plus ou moins, mais le fait que l'exploitation était, ils vendaient le matériel et toute l'exploitation avec, quoi. Si je prenais pas le matériel, j'aurais pas eu l'exploitation. C'était. D'accord. Eh ben, merci pour toutes ces réponses. Et une petite dernière pour les auditeurs du podcast qui sont des porteurs de projets, des entrepreneurs, des sociétaires de la nef, des salariés, des épargnants, beaucoup de monde. S'ils souhaitent vous aider, vous soutenir, comment ils peuvent faire? Alors, moi, j'aurais peut-être 2 points où ils pourraient, entre guillemets, intervenir ou autre. Moi, je vais créer mon gîte sur l'exploitation. Alors, ça va se faire l'année prochaine. J'espère. Je vais mettre toutes mes compétences pour l'ouvrir au moins l'année prochaine. Ça va être un gîte à la ferme, en fait, sur la ferme. Et là, dans ce domaine-là, s'ils veulent venir découvrir ou autre les lieux ou que j'ai repris, ben c'est l'occasion, quoi. Et un autre petit point que je disais tout à l'heure, ça serait de parrainer une vache, par exemple, pour augmenter mon cheptel pour pouvoir faire mon quota. C'est deux super idées. En plus, ici, pour l'aspect gîte, en tout cas, on est quand même à Saint-Père-en-Retz, pardon. Oui, on est à 4 km de la mer. 4 km de la mer. Et on va dire à 10 minutes, un quart d'heure de Saint-Brévin-les-Pins. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un dernier mot Non, je souhaite bon courage à ceux qui peuvent reprendre l'exploitation. Et si on a vraiment l'envie et faut une très grande motivation, un très bon moral. Et je leur souhaite, il faut jamais lâcher en fait.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gladys pour l'accueil Merci et à pour vous. vos réponses éclairées. Ça va servir Merci. à beaucoup de gens, je pense. Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la Nef. Quand on veut changer de vie comme Gladys et que l'on souhaite maximiser ses chances de réussite, reprendre une société déjà existante offre de très nombreux avantages. Mais si la reprise présente l'avantage de démarrer avec des installations fonctionnelles, basées sur un marché et ancrées sur un territoire, elle peut aussi avoir des vices cachés. Dans cet épisode, nous allons évoquer la reprise en nous appuyant sur l'expérience de Gladys, sans être exhaustif, car il y a autant de situations de reprise que d'entreprises. Nous laisserons notamment de côté le calcul de la valorisation de l'entreprise, qui pourrait faire l'objet d'un épisode complet de Prêt à tout. Le premier élément de votre analyse doit être l'emplacement de l'entreprise. Si l'entreprise a la malchance d'être mal située, votre bonne volonté et vos talents ne suffiront pas à en développer l'activité. Ici, par exemple, l'emplacement est optimal. Son troupeau n'a pas besoin de traverser d'axes routiers pour aller du pâturage à la salle de traite, et elle est à proximité des coopératives laitières, donc l'impact des transports est réduit. Il serait utile, 1. De vous renseigner à propos d'éventuels travaux d'urbanisme à venir dans la zone, ceux-ci pouvant être préjudiciables à votre activité. 2. D'évaluer le niveau de concurrence. Où sont situés vos concurrents? Quels produits ou services proposent-ils? Comment pouvez-vous vous en différencier? Et 3. De vous informer sur le type de clientèle, sur l'état du marché actuel et sur l'état de santé des autres. Pensez à évaluer la qualité des locaux et leur cohérence avec votre projet. Après avoir fait le point sur la géographie de l'établissement, il s'agit maintenant d'en visiter l'intérieur. En effet, l'un des principaux avantages du rachat d'une entreprise, en théorie du moins, est que celle-ci dispose de tous les outils nécessaires à son bon fonctionnement. Alors, il est essentiel de s'assurer que les locaux soient fonctionnels et mis aux normes. Conseil numéro 1. Dans le cas où vous ne deviendrez pas propriétaire en reprenant aussi le foncier, un élément important du local est le bail. En tant qu'établissement bancaire, nous sommes particulièrement attentifs au temps restant à courir du bail. Il doit être supérieur ou égal à la durée de remboursement du prêt. De plus, dans le cas d'une location, il est important qu'il soit précisé dans le bail qui, du locataire ou du bailleur, doit prendre à sa charge les travaux de remise aux normes et les modalités vis-à-vis de l'évolution du prix du loyer. De même, il vous faut vérifier l'état des machines, des installations sanitaires, en somme, de ce qui sera certainement votre outil de travail et ne pas hésiter à faire intervenir des spécialistes. Conseil numéro 2. Cette étape vous permettra aussi d'être critique vis-à-vis du matériel repris et de prévoir des investissements pour améliorer le rendement, la qualité ou l'impact écologique de votre produit. Basez votre réflexion sur des éléments tangibles et notamment les résultats financiers. Conseil évident lors de la reprise d'une entreprise, analysez les bilans financiers et les comptes de résultats des années passées. Ici, il est important de vous intéresser aux chiffres et surtout à leur évolution, afin de pouvoir évaluer la performance financière de l'entreprise sur les prochaines années et d'élaborer votre stratégie pour l'optimiser. Voici certains nombres de questions auxquelles il vous faudra répondre. 1. Le chiffre d'affaires est-il en croissance? D'où vient son évolution? La tendance est-elle durable? Y a-t-il une volatilité des prix comme c'est le cas pour les denrées agricoles? 2. L'entreprise est-elle rentable? La marge est-elle stable? 3. Les coûts sont-ils sous contrôle? L'entreprise est-elle en mesure de répercuter la hausse de ses coûts sur ses prix? Existe-t-il des leviers d'amélioration? 4. Quel est le poids du besoin de fonds de roulement? Est-il possible de réduire le poids des stocks et de renégocier les délais de paiement, clients ou fournisseurs, pour libérer de la trésorerie? 5. L'entreprise génère-t-elle de la trésorerie? Celle-ci est-elle suffisante pour maintenir l'équipement productif et faire face aux engagements financiers? 6. Au bilan,
regardez le détail du poste client qui peut refléter des impayés futurs et le poste provision qui peut refléter des litiges ou un environnement non sécurisé. Insécurité liée à des vols ou à du vandalisme, intempéries. 7. Vérifiez l'état des dettes et notamment s'il y a des cautions personnelles du cédant. Conseil numéro 3. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'analyse des résultats financiers du cédant, faites-vous accompagner par des professionnels. Les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture, les BGE et bien sûr les experts comptables. La gestion de la transition avec le personnel en place est également un point sensible de l'opération de reprise. En effet, le cédant peut être apprécié par la plupart des salariés en place et son départ risque d'avoir un impact négatif. Conseil numéro 4. Il vous faut aller à la rencontre du personnel et le rassurer. Il est intéressant dans les échanges de s'assurer que le salarié adhère aux évolutions que vous prévoyez. Conseil numéro 5. Il peut s'envisager de provisionner des imprévus tels que des litiges avec le personnel la première année de votre prévisionnel d'activité. Le principe est le même avec les partenaires de l'entreprise, les banques, les assureurs, les clients, les fournisseurs. Allez à leur rencontre. Dans la mesure du possible, prévoyez une période de tuilage avec le cédant. La passation de pouvoir entre le cédant et le repreneur est un moment délicat à négocier. Il est nécessaire d'être opérationnel immédiatement, étant donné que l'entreprise est en activité. Ainsi, la négociation d'une période de transition avec le cédant peut vous permettre de prendre votre place en douceur au sein de l'entreprise. Finalement, une reprise réussie n'est pas un parcours facile. Et à toutes les étapes, il vous faudra être vigilant et enrichir l'existant avec votre vision stratégique. C'était le 8e épisode de Prêt à tout. Reprendre une entreprise bonne ou mauvaise idée avec Gladys de la ferme de Gladys, que l'on remercie chaleureusement, ainsi que Gwen Seillet, banquier itinérant à la Nef, pour la réalisation de cette interview. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, à le partager ou à le commenter. Et l'on vous retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Prêt à tout.